et bienvenue sur... Eh ouais, Marvelous. Et moi je suis Captain Marvelous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça c'est une intro qui va rester légendaire. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de Marvel Champion. Et vous êtes bien sûr Marvelous. Et vous voyez notre ami Merlin qui est là. Salut Merlin. Salut à tous. Eh bien aujourd'hui, breaking news. C'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. On avait... d'autres projets avec l'ami Merlin. Et puis il se trouve que il est disponible, je suis disponible. Et allons parler tout de suite de cette breaking news à propos des Agents of S.H.I.E.L.D. qui a été annoncé, la nouvelle boîte, la nouvelle extension de Marvel Champion. Bon, on a eu peur, juste un petit mot Merlin, que Fantasy FFG, donc Fantasy Flight Games, se détourne un petit peu de Marvel Champion au profit. On avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs avec Blacky de Star Wars Unlimited et visiblement ça continue parce qu'on voit cette extension qui est là, on voit qu'il nous annonce 4 nouveaux héros à venir derrière. Je sais que tu as des infos, mais nous n'avons pas le droit d'en parler. Et donc voilà. Donc toi, d'après toi, FFG, c'est plutôt un move qui va... Il lâche pas tomber, il ne laisse pas tomber Marvel Champion d'après toi. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'ils ont annoncé en fait à la Gen Con, qu'ils continuaient à le développer, que ça allait continuer à vivre. Ils avaient annoncé la boîte Agents du S.H.I.E.L.D. avec un petit, juste une petit teasing. Ouais. Là, on passe à l'étape suivante qui est de dévoiler le visuel de la boîte et quelques informations. En off, a priori, on parle d'une boîte qui a été finie d'être développée il y a plus de 9 mois. Ah oui. Donc ça veut dire qu'ils y travaillaient. Vous avez parlé d'ennui en 24 sur les sorties. Bon, est-ce que pour autant on n'aura plus d'une boîte par an? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'attentes des fans, en tout cas autour des Defenders et autour de ceux de Netflix, hein, pas les originaux de Marvel Comics, mais ceux de Netflix, et puis des 4 Fantastiques. Donc on va voir si... qui arriveront l'année prochaine de toute façon dans le MCU, donc il y a des chances de les voir arriver. Oui, alors après il n'y a jamais vraiment une corrélation parfaite. Alors certains pensent qu'il faut attention, d'autres pas. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis définitif maintenant. On pourrait se dire que si le jeu continue, c'est quand même 2 boîtes qu'on pourrait naturellement voir arriver un jour. Les fans en tout cas sont demandeurs. Peut-être que c'est plus le rythme qui va baisser par rapport, parce que peut-être qu'on peut pas assurer à fond sur Star Wars Unlimited, qui est un énorme succès, hein, on n'a pas besoin de le redire dessus, et que sur Marvel Champion, il y a peut-être une petite forme de lassitude, on en a déjà un petit peu parlé, peut-être qu'il y aura peut-être une seule boîte par an, tu penses ? Une seule boîte, ça paraît peu. Vu qu'il y a au moins 2 boîtes attendues, je me dis... ça sera l'agent du S.H.I.E.L.D., ça va être du 25. On attendrait 27, encore 2 ans de plus. Peut-être, mais il y a une lassitude sur les mutants en tout cas. À part les très grands fans, 3 boîtes c'était peut-être trop. Les mutants, on n'est pas prêt de les revoir. Et pour les fans de Beast, allez voir du Fauve, allez voir le custom. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas prêt d'en avoir une version officielle du Fauve. On sait qu'il y a encore Diablo et Magneto qui doivent arriver aussi. Hein. Tout à fait, pour finir le cycle. Mais voilà, cette boîte-là n'est pas accueillie avec grand enthousiasme au final. Il y a vraiment une attente autour des 4 Fantastiques et des Defenders. Donc je pense que FFG a quand même pas intérêt à trop traîner. Donc je me dis que s'ils ont réglé leur problème 24, on aura peut-être malgré tout une boîte en début d'année et puis une boîte en fin d'année, donc peut-être 2 malgré tout. Ouais, tout à fait. Et donc là, en même temps, FFG change un petit peu la donne dans la manière où aussi ils nous font cette breaking news, cette news, donc on est le vendredi 27 septembre au moment où on enregistre cette vidéo, et cette news est tombée, je crois, hier, si je dis pas de bêtises, et merci aussi à ta réactivité et à celle d'Alias pour nous faire la vignette. Donc je dis ils ont changé un petit peu parce que généralement ils nous présentent les héros
quelques cartes héros, mais là on a uniquement la présentation en gros du scénario, des méchants, et ils nous disent, alors on va parler aussi du petit ajout dont qu'ils mettent en place, qui s'appelle Exploding the Mole, en gros révéler la taupe. Et on sait en tout cas que les deux héros de la boîte, en tout cas moi ça me fait très plaisir parce que c'est deux personnages que j'aime énormément, même si la pauvre Maria Hill du MCU a été tellement déchirée dans cette série Secret Invasion, qui était sûrement l'une des pires. Mais bon, on sait à quel point on aime tous Nick Fury, que Nick Fury fait partie de 80% des decks. Quand je dis 80%, je pense même que je suis très très largement en dessous de la vérité. Bref, on aime beaucoup Nick Fury, mais on n'a aucune mécanique aujourd'hui qui nous est présentée, ni sur Nick, ni sur Maria, et donc c'est une breaking news qui est davantage, je dirais, dirigée vers le scénario, les scénarios des méchants. Moi, ça me hype un tout petit peu. Moi, j'étais content de l'avoir, et je me dis, ah tiens, c'est quoi le... Bon, alors, peut-être que c'est fait exprès pour que justement on soit un petit peu plus hypé au moment où on va voir les cartes, les propositions de héros, mais pourquoi, d'après toi, vouloir davantage nous montrer la mécanique des méchants, plus un truc à faire davantage en campagne, comme ils ont l'habitude de rajouter maintenant, plutôt que de nous présenter un petit peu des mécaniques de héros? Quand on regarde un peu la communauté, il n'y a pas tant que ça d'attendu autour d'un Nick ou d'une Maria au final. Donc je ne sais pas si ces héros sont si attendus que ça. Et ils ont voulu, j'ai l'impression, acter sur les scénarios Shield, où pour ceux qui ont vu la série Agents du Shield, on retrouve quelque part un peu des similitudes. Ouais. Et je pense que c'est qu'ils veulent insister sur cet aspect campagne, sur à taille humaine, et peut-être un peu moins sur les héros qui sont pas aujourd'hui, comme je le disais, attendus. Aujourd'hui, les gens attendent les 4 Fantastiques, ils attendent Docteur Fatalis, ils attendent les Defenders, ils attendent le Caïd. Ouais, et ils n'attendent pas forcément la plupart ces agents du Shield. Et la mécanique de Nick, on aurait pu penser inspirée de celle de Gandalf, puisque l'allié est inspiré de Gandalf du Seigneur des Anneaux. À l'arrivée, la mécanique du héros Gandalf du Seigneur des Anneaux a été attribuée à Magic. Ouais. Avec la carte du deck. La carte visible du dessus du deck, c'est la mécanique de Gandalf du Seigneur des Anneaux. Donc Nick n'est pas forcément si attendu que ça. Il n'y a pas beaucoup de fan-made autour de Nick par rapport à d'autres héros. Donc je pense que ce pas des héros finalement si populaires que ça. Ils sont populaires en alliés, mais pas forcément populaires en héros. Oui, bien sûr. Mais comme tu dis, je comprends tout à fait le côté de l'idée de la boîte un petit peu plus, entre guillemets, comme tu dis, humaine. Donc on peut peut-être s'attendre à quelque chose à base de préparation, à base de pièges, la bagnole renforcée de Nick Fury. On sait juste que que Maria Hill arrivera en commandement et que Nick Fury sera, lui, en justice, en pré-build justice. Donc à mon avis, voilà, on va voir. Voilà, et Maria sera la directrice du Shield, ce sera pas Nick. Ouais. Et la mécanique tournera autour de la directrice du Shield, donc elle devrait être dans son QG pour gérer les choses. Ok. D'où l'idée du commandement d'envoyer quelques personnages à droite à gauche. Voilà, c'est l'idée que j'avais développée dans mon deck fan-made d'agent du Shield, qui est super. L'agent au QG et puis les autres sur le terrain. À voir ce qu'ils ont imaginé, ça peut être intéressant. Pour ceux qui aiment jouer avec des alliés, je pense qu'il y aura peut-être moyen de se faire plaisir, ou avec des soutiens à droite à gauche, avec plein d'effets. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent. On va survoler un peu rapidement. On va pas faire du tout de choses très approfondies. On va vous montrer quelques reveals de cartes qu'ils nous ont proposées, parmi les méchants, etc. Donc la première chose qu'on voit apparaître, c'est la Black Widow, donc vilain, évidemment, qui ce n'est pas notre Black Widow, notre blague. La Black Widow, tiens, c'est pas mal celle-là. La Black Widow qu'on connaît, c'est Yenela Belova, sa sœur, si vous avez vu
Bah, ça s'appelait Black Widow, le film d'ailleurs. Oui, ça m'a pas laissé un grand souvenir, mais bon, bref. Donc on la voit également dans une des séries du MCU. Elle sera la fille dans le Thunderbolts. Du film qui arrive. Ouais. Donc effectivement, c'est pas notre Black Widow. Ils auraient pu mettre le sous-titre quand même pour rappeler que c'est pas la même Black Widow, que c'est pas Natasha. Ouais. Bon, c'est marqué dans le texte en tout cas que c'est pas Natasha. On voit qu'elle est blonde et pas brune. Alors Black Widow, je te laisse la lire, hein, je t'en prie, on a 20 cartes à vous révéler rapidement. Voilà, donc par contre ce qu'ils ont fait, c'est donc lui rajouter bien évidemment le trait espion, mais une interruption forcée. Lorsqu'on attaque Black Widow, on va retirer une menace de la principale. On ignore même les crises. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est sympa, mais vu que c'est une action, enfin une interruption de méchant, ça l'est pas. Et on défausse la carte de dessus du deck. Et si c'est une carte préparation, ouais. Et si c'est une préparation, bah, on résout son effet. On retrouve la mécanique de Natasha, du coup, avec les préparations. Et on a cet effet de menace retirée. C'est bien, il nous montre la principale, donc on peut voir. Mais on sait déjà qu'elle va avoir des préparations et que ces préparations, on va se les prendre dans les dents. C'est quand même ça que ça veut dire. Chaque fois qu'on l'attaquera, donc va falloir réfléchir quand on fait des petites attaques. Ouais. Et donc 2 de menace et 1 d'attaque, donc elle va pas attaquer très très fort dans l'absolu. Là, on a un sbire, le petit soldat, le grunt, je sais plus ce que c'est en anglais. C'est pas le troufion, un truc dans le genre, un peu. Ouais, j'avoue que là, la signification de. Ouais, je crois que c'est un truc un peu à la troufion, qui a 1 de menace, 1 d'attaque, il a 5 points de vie, donc il les garde. Vous connaissez le mot-clé. Et il a, quand on le sort en boost, préparation, et vous mettez ce sbire en jeu engagé avec vous, et vous résolvez cette attaque contre ce troufion à la place d'attaquer Black Widow. Donc c'est intéressant, on attaque Black Widow, dans le boost ça sort, et c'est lui qui prend. Je trouve que c'est assez amusant. Ça sort pas en boost, ça sort en interruption forcée. Ah oui, en interruption forcée, t'as raison, tout à fait. On va défausser la carte. Ouais, et comme tout à fait. La préparation, en fait, elle va et il va arriver en jeu et c'est lui qui va prendre à la place de Yelena. Donc, c'est une défense pour le boss. Assez amusant. Hein. Ça peut être assez amusant. Ensuite, je te laisse lire. Donc c'est un filet sonique ou un filet assommant, je ne sais pas comment ils vont le traduire, mais on attache à son identité et une fois qu'on l'a, on ne peut plus attaquer du tout. Ça mérite d'être clair. Pour une action de héros, on peut incliner un personnage qu'on contrôle pour défausser cette carte. À noter que n'importe quel personnage peut déclencher cette capacité, ça veut dire que n'importe qui, sous forme de héros, peut incliner un personnage pour retirer le filet. C'est une préparation, donc encore une fois, elle peut être défaussée quand vous attaquez Black Widow. Et vous prenez les filets quand vous l'attaquez. Et comme c'est une interruption forcée, elle ne prendra pas plus de dégâts que le coup d'avant avec son garde, parce que là, vu qu'on ne peut plus attaquer, a priori, je pense que l'attaque est annulée. Ça reste un timing à vérifier, mais j'aurais tendance à dire... Parce que là, c'est marqué quand même après cette attaque. La préparation, oui, c'est après cette attaque. Après cette attaque. Ouais, c'est après cette attaque. Oui, donc non, pardon, tu as raison. Donc ils ont bien résolu le problème de timing, qui évite de poser la question. On attaque, on fait des dégâts, on se prend le filet en riposte. Et évidemment, on le redira toujours, l'une des principales problématiques de beaucoup de jeux dans ce style, c'est quand même les histoires de timing et de résolution. Si on les a pas bien en tête, et parfois il y a des triggers dont on n'est pas sûr, c'est toujours un tout petit peu compliqué. On a une trahison attaque acrobatics, c'est un joli néologisme. Quand c'est révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, vous changez sous forme de héros, Black Widow vous attaque et vous lui donnez un boost additionnel pour cette attaque. Et si vous la tirez en préparation, vous prévenez tous les dommages de cette attaque, et en mode expert, waouh, donc la carte elle est chambée, et en mode expert vous mettez
tous les dommages à votre au personnage qui attaque. C'est une carte qui peut avoir 3 effets, quoi. Et puis il y a 3 boosts en plus. Et 3 boosts en plus, exactement. Donc c'est une carte terrible. Là, on passe en intergo pour se planquer, on a 3 points de vie, on n'a pas le temps de récupérer, pof, on repasse en héros et avec 2 boosts, ça nous tue. Ça, on va pas aimer celle-là. Et quand on attaque, on fait une grosse attaque à 8, pan. Ah bah non, les 8 c'est pour toi, bah t'es mort. Non, elle est très méchante. Ce qui va être vraiment très sympa, ça va être quand même de jouer Black Widow contre Black Widow. Certes, préparation contre préparation. Ça va être magnifique. On a un autre héros, je te laisse le lire. Oui, alors... Donc, par contre, on n'a pas vu la manigance principale. Il me semblait qu'elle y était. Non, elle n'était pas là dans les premières. Alors peut-être qu'elle est plus loin. Celle-ci, tu veux dire? Non, ça c'est Batroc. Non, ouais, c'est Batroc. Je vais juste vérifier. Là, c'est Modok, Thunderbolt. Non, j'ai pas le. Alors peut-être qu'elle est dans les. Ah oui, donc non, c'est une petite précision. On va revenir sur l'interruption forcée en tant que méchante, où on a dit qu'on allait récupérer des préparations. À noter que le prix pour jouer une préparation pour Black Widow, c'est une menace. Donc si vous n'avez pas de menace sur la manigance principale, vous ne défausserez pas avec le risque de tomber sur une préparation. Donc vous allez être incité à garder la manigance principale à 0 menace pour éviter les préparations. Et donc pouvoir l'attaquer de manière sécure. Et quand on a les peu de préparations qu'on a vues, on n'a pas envie d'avoir de la menace sur la principale. Hein. Exactement. Et donc Batroc. Donc Batroc, c'est le second scénario du jeu. C'est un mercenaire français qui est extrêmement surprenant comme étant un méchant. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, qui est pas vraiment emblématique. Et pourtant il est là. Donc on voit qu'il n'a pas un stade 1, 2, 3, il a un stade A. Donc il a probablement un stade B. Il a que 8 points de vie. On dit bon. Mais en fait, il est immortel. Puisque, oui, parce que c'est même pas 8 points de vie par personne sur le plateau. C'est bien, il y a pas, voilà, il a 8 points de vie. Voilà, il n'y a pas de mise à l'échelle en fonction du nombre de joueurs. Donc quand il va attaquer, il va mettre de la menace, c'est sa réponse forcée. Et il a aussi une interruption forcée qui est qu'au moment où il devrait être vaincu, il retourne à 8 points de vie. Et à l'instar de ce qu'on avait vu sur Apocalypse, on retire de la menace lorsqu'on arrive à le vaincre. Donc c'est un méchant que vous ne pourrez pas battre en le tuant, puisqu'il reviendra, vous allez l'assommer en gros, et puis il va se relever. Même pas mort, même pas mal, enfin voilà. Alors, hop. Et donc, sa manigance principale, c'est celle-ci. Voilà, donc on vient de dire qu'on pouvait pas le tuer et que quand on le tuait, on retirait de la menace, quand on arrivait à le vaincre. La manigance principale, c'est l'infiltration de l'ambassade de l'AIM sur son île. Et on a une interruption forcée. Quand la dernière menace est retirée de cette manigance, on avance à l'étape 2A. Et on l'a pas à l'étape 2A. Voilà, mais par contre, il est précisé 2 choses. La première, c'est que si cette étape, si la manigance atteint 12 par joueur, on a perdu. Et pour gagner, il faut avancer les manigances. Donc on est sur une mécanique très différente, je trouve originale pour le coup. D'habitude, quand les manigances avancent, on perd. Bah là, quand la manigance stagne, on perd. Et quand on avance la manigance, on s'approche de la victoire. Donc c'est vraiment intéressant. Un truc intéressant à voir. On verra comment ça tourne. Alors on avait un peu ça aussi dans Apocalypse. Quelque part, tu vois, on avançait dans les manigances. Oui, dans les manigances annexes, qui n'étaient pas la manigance principale. Oui, là, c'est vraiment la manigance principale. Ouais. Si elle atteint sa limite, on perd. Et si elle tombe à 0, on avance. Donc, on va vers la victoire. Et sympa. On voit qu'on commence même à 6 par joueur. Hein. Pour un 12 par joueur, c'est moins que Rhino. Hein. Vous commencez à 6, vous avez 12, vous n'avez plus que 6 menaces. Hein. Ouais, effectivement.
Là, on a des alliés, alors qui n'ont pas de coût, c'est des alliés qu'on va récupérer, qui visiblement risquent d'être pris par Batroc. Hein. C'est peut-être dans une manigance annexe. Oui, en fait, d'après le texte, lorsqu'on franchit la manigance principale, on rentre dans l'ambassade et on va aller sauver un certain nombre de personnages qui ont été civils, qui ont été capturés. Donc logiquement, à l'étape 2, on devrait pouvoir interagir avec ces alliés capturés. Donc là, ce que dit la carte, c'est que bon, déjà ça compte pas dans ta limite d'alliés. Et toutes les habilités, comme on dit, Capacité. Toutes les capacités, merci, des cartes ne peuvent pas retirer cet allié du jeu. Ok. Et une action de héros, on peut incliner l'allié pour retirer de la menace. Je disais, tout à fait. Et ça évite de lui mettre un dégât consécutif, quoi. Oui, et encore une fois, on voit bien que l'objectif, c'est de retirer toute la menace de la principale pour gagner. Donc, a priori, ils vont aider à la mécanique de... Ouais, pas mal. Intéressant, parce que c'est un peu immersif, parce que t'imagines, une fois que t'es dedans, t'as les civils qui te filent un petit coup de main, c'est sympa. Et c'est d'autant plus intéressant en termes de mécanique, c'est qu'on va être motivé pour les sauver, parce que -1 de victoire, on n'a pas envie qu'ils meurent. Exactement. Je te laisse lire Donc là, on a un environnement et le niveau d'alerte. Plusieurs niveaux d'alerte de celui-là, mais a priori, il y a A, il y a peut-être un médium aussi, je sais pas, mais en tout cas, il y a plusieurs niveaux d'alerte. Et ce que ça dit, c'est que s'il y a au moins 4 menaces par joueur sur cette carte, on retire toutes les menaces et on la retourne. Un effet de réponse forcée, quand un personnage est vaincu, à l'exception d'être vaincu par les dommages consécutifs, on met une menace ici. Et on peut dépenser une ressource de n'importe quel type pour retirer une menace. Donc quand nos alliés, grosso modo, parce qu'on va espérer que les héros vont pas être vaincus, sont utilisés pour défendre, eh bien, on met une menace, et quand il y a 4 menaces par joueur, on tourne la carte, ce qui doit augmenter le niveau d'alerte, et ce qui doit rendre le scénario un poil plus pénible, puisque les ennemis doivent être plus sur leur garde, sur le point de vue thématique. Sympa. Moi, j'aime bien pour l'instant ce qu'on voit, parce que c'est assez... Bon, parfois je peux reprocher que c'est trop compliqué, mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit scénario dans la gestion de ce qui se passe, et que tu avances au fur et à mesure, par exemple, tu vois, des trucs d'infiltration, j'aime. Oui, on a l'impression qu'il y a vraiment une mécanique associée au thème. Après, il faudra voir comment ça tourne, parce que des fois c'était bien sur le papier, mais ça tombe. Donc là à voir, mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant, c'est original, cette histoire d'infiltration. On a un autre sbire qui a 2 d'attaque, 1 de contre et 3 points de vie, qui a le trait AIM. Il les garde et il est vulnérable. C'est drôle, ça. C'est un nouveau trait. Nouveau mot-clé, et ça veut dire que vous défaussez cette carte si il est sonné ou désorienté. Si l'alerte est au niveau... donc comme tu l'as dit, comme tu l'expliquais, élevé, cette carte elle gagne renfort, et quand elle est défaite, vous mettez une menace sur l'environnement, donc alerte level. Assez amusant, parce que va y avoir pas mal de... En fait, ça va te demander de jouer un petit peu de tactique, quoi, je trouve. Oui, parce que à noter que un personnage défaussé n'est pas vaincu. Donc ça veut dire que si vous le sonnez ou le désorientez, vous ne mettrez pas la menace. Oui, parce qu'on imagine que tu l'assommes, tu le mets dans un coin, un truc comme ça, c'est très intéressant. Donc, ça génère pas l'alerte. Par contre, si vous la battez et que vous laissez le corps, quelqu'un va tomber dessus et monter le niveau d'alerte. Ouais, j'aime bien l'idée. Voilà. Et on passe à MODOK, qui a aussi, lui, une face A, et donc j'imagine une face B. Voilà, donc le troisième scénario, MODOK, pour le coup, lui, il génère l'enthousiasme. MODOK, c'est un méchant qui est apprécié. Pas le MODOK de Ant-Man. Pas celui du MCU, mais bien sûr. Bon, moi, j'aime pas particulièrement MODOK, mais en tout cas, il est apprécié. Ouais. Il est aérien, cyborg et psionique. Il a 2 de contre et 1 d'attaque. Donc pareil, face A, il doit avoir une face B. Et il a riposte 1. Donc une petite riposte, c'est toujours chiant.
et puis une interruption forcée quand il devrait être vaincu. On retrouve un peu comme pour Batroc, il y a un effet quand il devrait être vaincu. S'il y a une carte qui s'appelle Hold Insane, donc une cellule de rétention, est en jeu. C'est ça, l'environnement. Voilà, c'est un environnement. On retire 2 jetons serrure dessus. Et il retrouve ses 10 points de vie. Si il n'y a plus de cellules en jeu, on va tranquillement gagner la partie. Intéressant, donc c'est cet environnement-là, la cellule. Donc ça rentre en jeu avec deux locks dessus par joueur. Et en interruption forcée, quand la dernière cellule, enfin quand le dernier jeton de serrure a été dégagé d'ici, vous flippez cette carte et vous mettez Sara Garza en jeu sous le contrôle de n'importe quel joueur. C'est le contrôle de n'importe quel joueur, pas du premier joueur, c'est plutôt intéressant. Et en action de héros, vous dépensez une ressource libre ou 3 ressources de n'importe quel type et vous virez un jeton serrure d'ici. Et Sara Garza, je te laisse la lire. Donc c'est une alliée qui n'a pas de coup, qui a 2 comptes, 2 attaques, 5 points de vie, donc intéressante. C'est une inhumaine, donc c'est celle qui avait été enlevée au début de la campagne. Elle devient secourue et elle a le trait shield. Elle ne compte une nouvelle fois pas dans notre limite d'alliés. Elle a déferlement et distance, donc elle est quand même assez bourrine. Ouais. Et si cette carte quitte le jeu, on va la retourner et on va la mettre sous le deck des cellules de rétention. Ok, donc là, on a tourné un petit peu les trucs un peu rapidement pour essayer de comprendre comment ça pouvait marcher entre MODOK que tu bats, tu retires des trucs, tu récupères Sara si jamais tu la perds. Donc il y a peut-être aussi donc un deck de Holding Cell, c'est ça dans l'idée. Donc a priori, MODOK laissait entendre qu'il pouvait y avoir plusieurs Holding Cell, puisqu'il disait s'il y en a une en jeu, s'il y en a au moins une en jeu, enfin s'il y en a une en jeu, on retire les jetons, et s'il n'y en a plus, on a gagné. Quand on a une Holding Cell, on la retourne. On pourrait du coup supposer que certaines sont vides, ou que certaines contiennent d'autres personnages. Ou que, déjà là on voit qu'il y en a un autre, là, l'inhumain volant. Ouais, donc a priori, il doit y avoir plusieurs inhumains dans ces cellules. Donc je sais pas combien on va en avoir en jeu, si on les pioche, etc. Ça apparaît pas dans le scénario, mais bon, il y a plusieurs cellules potentiellement en jeu. Derrière les cellules, visiblement, il y a un prisonnier. Peut-être qu'il y en a des vides, on verra. Et si jamais on perd ces alliés-là, alors peut-être qu'il y aura des attaques contre eux avec le deck de rencontre, mais si on les perd, ils retournent sous le deck cellule. Ouais, je pense que c'est ça, effectivement. Donc lui, on a vu qu'il faisait 2 de contre, 1 d'attaque, et après que cet allié a contré, vous virez une menace d'une autre manigance. Donc voilà, ça peut être toujours vachement intéressant, et ça compte pas dans la limite d'alliés. Je vois bien des trucs qui te prennent aussi tes alliés, quoi, tu vois. Et qui à mon avis, il va y avoir des effets contre eux, parce qu'ils sont tellement forts. Et vu qu'ils ont un effet quand on quitte le jeu, je pense que il va y avoir quelque chose à voir. On a un sbire, l'adaptoïde, 1 de contre, 1 d'attaque, 5 points de vie, le trait adaptoïde. Il faut checker l'environnement adaptoïde pour modifier les valeurs d'attaque et de contre. Et quand il est défait, on vire 1 contre, all purpose. On vire un jeton all purpose, donc d'un environnement. Voilà. Et si c'est une activation, tu le remets dans le. Voilà, ça veut dire, en fait, en termes de thématique, les humains ont été enlevés, et ils sont en train d'extraire leur super pouvoir. Ouais. C'est ces environnements qui vont servir aux adaptoïdes, et les adaptoïdes vont profiter quelque part des super pouvoirs des inhumains, et donc ils vont être boostés avec ces super pouvoirs. Ouais. Ce qui va leur permettre du coup d'améliorer leur carac. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, on a un environnement ici.
Chaque adaptoïde gagne plus 1 de menace, gagne incitation 1 et gagne le trait aérien. Donc ça va être vachement intéressant parce que tu risques d'avoir pour le coup des sbires qui s'adaptent et qui vont bouger un petit peu selon la situation. Ouais, on retrouvera un peu ce qu'on avait dans les sentinelles où elles avaient beaucoup de boost, mais par un effet de carte en compte ou d'arrivée en jeu. Là, le boost va arriver de manière différente, mais effectivement, ça peut être pénible parce qu'on peut avoir un sbire moyen qui devient vite très fort. Et si on n'arrive pas à contrôler ces environnements, eh ben, ça peut vite devenir galère, sachant que là, on voit qu'il y a peut-être d'autres moyens, mais là, pour l'instant, il faut le tuer pour enlever un compteur. Effectivement. Et d'un des environnements. Ouais. Et peut-être qu'il va y avoir même des cartes qui vont rajouter des compteurs sur ces environnements. Ah ouais, parce que là, il n'y en a pas sur celui-là pour l'instant. Donc on n'a pas tout. Et on passe sur un autre vilain, Citizen V. Oui, le 4e scénario déjà. Je te laisse le lire. Vas-y, je t'en prie. Un Thunderbolt. Donc, alors, je sais pas comment le Citizen, j'avoue que je sais pas exactement si c'est V ou 5, je pense que c'est 5, mais peut-être. Les puristes pourront me corriger. Nous corriger. Je sais pas du tout comment il s'appelle en français. J'ai toujours vu faites en gros dans les commentaires avec des caractères gras. C'est Citizen 5. Bah oui. A priori, c'est un Thunderbolt connu, hein, puisqu'il y a même un fan-made. Citizen 5 qui existe ou Citizen quelque chose. D'accord. Donc un des leaders des Thunderbolts. Donc il peut pas être vaincu tant qu'il y a au moins pas au moins un sbire par joueur dans la Thunderbolt dans la pile de victoire. Donc faut au moins tuer un sbire si on est seul et puis ensuite on peut le péter, ouais. Elle a plus de 1 par joueur en gros. Chaque joueur doit tuer son sbire, simplifié. Maintenant, un joueur agressivité se fera un plaisir de tuer tous les sbires pour tout le monde. Mais, et l'interruption forcée, quand il devrait s'activer durant la phase 2 de l'étape du méchant, si on est engagé avec un sbire, il ne s'active pas et il se soigne à la place. Sympa, j'aime bien. Voilà, ce qui est intéressant et qui est présenté dans l'article, c'est que dans cette boîte, il y aurait 6 sets de sbires Thunderbolt et que dans les prochains packs, il y en aura d'autres qui vont se rajouter pour avoir une plus grande jouabilité. Ok. Là, on a la manigance principale, je crois, c'est ça qui vient avec, Apprehending Rogue Agents. Chaque sbire Thunderbolt gagne le trait garde. Réponse forcée après qu'un joueur a attaqué un sbire Thunderbolt, ce sbire s'engage avec ce joueur, c'est-à-dire le sbire engage le joueur. Bah, si tu l'as attaqué. Non, tu joues à 2 joueurs. Le sbire est engagé avec ton pote, tu l'attaques. Oui. Le sbire t'engage toi. D'accord, ok. Et donc t'attaquera toi au prochain tour. Ouais. Donc là, quand t'es en jeu solo, ça bouge pas. Thor, il sort les paillettes, il est content comme tout. Mais c'est pour moi. Voilà, il va l'attaquer, il va l'engager, donc c'est bon. Thor, il va mettre du pognon sur Thor, sur l'action Thor. Voilà, donc il n'y a qu'une manigance visiblement, puisque lorsque elle est complétée, les joueurs perdent la partie, avec une augmentation d'1 par tour par joueur, assez classique, et un niveau de 11 qui est raisonnable. Et les 3 dernières cartes, on a un environnement encore de Thunderbolt Backup, je te laisse le dire. Donc les sbires qui sont attachés ici, le sbire qui est attaché ici est considéré en jeu et peut être la cible des attaques ou de capacités diverses. Il y a une interruption forcée quand le round se termine, donc je rappelle donc à la fin de la phase du méchant. On attache un sbire Thunderbolt qui a subi le plus de dommages. D'accord.
parmi ceux qui seraient en jeu. Et on met à la place celui qui était là à sa place. Ok, d'accord. Et ensuite, celui qui vient d'arriver là, eh ben, il se repose et il se soigne gentiment un par joueur. Oui, donc on pense que c'est simple de péter un Thunderbolt, mais en réalité, les mecs, ils se soignent, quoi. Oui, et a priori, ils ont beaucoup de points de vie. C'est pas de petits sbires. Donc. Ok, hyper intéressant. Voilà, donc tous les tours, il y a un mec, celui qui a pris le plus cher, il va aller soigner. Bah, grosso modo. Et il y a un autre qui va prendre la relève, même pas mal. Et tu lui donnes on a oublié, tu lui donnes une carte tenace. Oui, en expert. En expert, pardon, j'ai pas lu en expert, tout à fait. En mode expert, il se soigne un peu plus et en plus, il revient tenace. Exactement, ouais, pas mal. Et enfin, on a la dernière mécanique qui nous a été proposée. Alors, c'est une espèce de Cluedo, on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de dire les choses. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on doit révéler quelle est la taupe si vous faites effectivement la campagne. Alors, j'ai pas très bien compris. Je pense que est-ce que tu as bien regardé comment tout ça fonctionnait? On accumule des indices, c'est ça, qui nous aident pour découvrir quelle est la taupe. Voilà, donc on a a priori des actions à mener pendant les scénarios pour trouver la taupe, qui peut être un membre du board. Et on a 3 membres du board qui sont là. Suivant ce qu'on fait dans les scénars, ils peuvent passer contre nous. Et si jamais les 3 sont contre nous, grosso modo, on a perdu. Donc, d'accord. Donc voilà, faire attention. Bon, c'est pas forcément très détaillé. Ce qui est sûr, c'est que on va avoir des choses à faire pendant la campagne par rapport aux combinaisons de symboles pour trouver qui est la taupe. Et il faudra qu'on utilise nos capacités de déduction. Donc, bon, exactement comment on va le faire. Et tout en faisant ça, il ne faudra pas se mettre à dos les membres du board qui peuvent devenir a priori pénibles, voire nous faire perdre, effectivement, s'ils sont tous contre nous. Ok, bon, on voit qu'ils rajoutent sans arrêt FFG un petit truc en plus dans la campagne. Moi, par exemple, dans la dernière campagne d'Apocalypse, les missions annexes là pour les alliés, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Enfin, j'ai d'une grande complexité. Ça m'a. En plus, la récompense, elle est pas ouf. Là, faudra voir sur le. Faudra voir. Après, voilà, ça va devenir des boosts pour les méchants si on fait pas ce qu'il faut. Ça ressemble un peu aux missions où c'est pareil, pas vraiment de bonus, mais des agréments. Ouais, je vais en avoir. Pas forcément envie de jouer au Cluedo quand je joue à Marvel Champions. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Et puis donc on a 4. Alors on peut imaginer une fille ici, un mec aux cheveux longs, un gars aux cheveux courts et une autre nana ici. Voilà, donc ça arrive en février 25. Donc vous avez le temps de faire vos petites économies. Bon, on va... Et puis n'hésitez pas à commenter et à faire des propositions sur ces 4 silhouettes. Qui sont ces 4 silhouettes? On a des idées. Voilà, est-ce qu'il y a Coulson? Voilà. Pardon? Oui, il y en a je disais qu'il y en a des plus faciles que d'autres à trouver. Ouais. Mais effectivement, est-ce qu'il y a les agents du Shield du MCU? Ou de la série? Oui. Bon, après, je crois que c'est canonique maintenant, mais effectivement, je pensais à la série. Ouais, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas. Bon, la série, il y a eu à boire et à manger. Il y avait eu des choses vraiment très très bien et vraiment beaucoup de conneries au fur et à mesure. Il y a des parties qui sont un peu space. Ouais, et puis Dead. Ouais, il y a eu des moments où j'ai complètement lâché. Je regardais juste genre quand j'étais en retard et que je regardais plein d'autres séries, c'était Previously. Je regardais les 3 minutes de Previously et je passais l'épisode suivant Previously. Et en fait, c'est le genre de série qui était vachement bien, mais qui aurait dû être faite sur moins de saisons, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, tu sentais même qu'ils avaient même plus de pognon pour faire le série. Je pense que même le scénariste n'était pas payé, ou les scénaristes étaient plus payés. Donc bon, ok. Alors,
moi, est-ce que je suis hypé? Oui. Hypé, non, peut-être pas. En tout cas, je suis intéressé à voir la suite. Parce que les scénarios qu'on vient de décrire, je parle pas du côté Cluedo qui m'emmerde. A priori, hein, bien sûr, je le testerai. Mais l'aspect scénario, là, comme on a vu comment ça fonctionne, les mécaniques des méchants m'ont, sur le paplard, pas l'air totalement déconnante. En tout cas, ça a l'air d'apporter un peu de nouveauté, donc toujours sympa de voir un peu de diversité, voir effectivement comment ça tourne. La dernière boîte était bien réussie en termes de scénar, donc effectivement, les scénars, ouais, on en avait parlé, on a fait de toute façon une vidéo là-dessus. Voilà, écoutez, moi je suis voilà, dites-nous en commentaire de votre côté si effectivement quels vont être les quatre personnages qui nous sont présentés à la fin. Vous pouvez aussi imaginer quelle mécanique pour Maria Hill, quelle mécanique pour notre ami Nick Fury. Bon, en tout cas, moi ça me fait très très plaisir de le voir. Voilà, ça on en a parlé. Et puis, bah voilà, si ça vous donne envie, si ça vous remet un petit coup de boost pour dire hey, Marvel champion, ouais, j'ai remis un petit coup, tout ça. Voilà, on va voir la suite, on va surveiller. On fera bien évidemment, Merlin, si tu... Mais je pense que tu diras oui. On fera bien évidemment la breaking news sur le reveal de nos des deux héros qui nous proposent, en tout cas, d'ici quelques semaines, je pense. 2-3 semaines, tu penses? Bah, disons qu'ils ont annoncé qu'ils allaient aussi donner du détail sur les scénarios, donc je pense qu'on va avoir assez régulièrement des news. Après, est-ce que ce sera toutes les semaines ou une semaine sur deux? Ouais, je pense que 15 jours. Mais on va avoir probablement une présentation d'au moins des 4 premiers scénarios, sachant qu'on a toujours un 5e scénario qui aujourd'hui n'est pas connu. Dans la spéculation, est-ce que c'est le fameux traître qu'on va affronter? Robert Redford. T'affrontes Robert Redford à la fin, mec. Voilà, ou le scientifique suprême, Onslaught. Voilà, il peut y avoir plusieurs pistes. En tout cas, ce serait intéressant de savoir quel est le 5e, ou alors un qu'on a déjà vu, un deuxième Modok. Peut-être. Mais j'imagine pas qu'ils retentent. Ils vont pas refaire le même truc qu'Apocalypse. Néanmoins, le 4e scénario est toujours pas révélé. On a vu la boîte, le dos de la boîte, et il n'est pas révélé non plus sur le dos de la boîte. Donc voilà, on aura les 4 scénarios, on aura probablement la preview des 2 héros. Suspense. Bon, on était parti comme d'habitude à se dire on fait une petite vidéo en 2 speed de 15-20 minutes. 45 minutes plus tard, les gars se disent merci Merlin pour cette aide précieuse, encore une fois, sur cette breaking news. J'espère à vous qu'elle vous aura plu. Voilà, dites-nous tout en commentaire. Vous êtes hypé, qu'est-ce que vous voulez voir comme mécanique? Tout ça, on vous lit à chaque fois. Salut Merlin. Salut capitaine. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.